Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous, conférence VK, consacrée aujourd'hui à la crise sanitaire et son impact sur la gestion locale et la continuité des services publics. Alors, bien évidemment, webconférence tout à fait exceptionnelle sur la forme et sur le fond. Donc, nous avons mis en place un système un petit peu exceptionnel, évidemment, chacun à distance avec une réalisation et des intervenants à distance. Donc, on espère que tout ira bien pour les connexions de chacun, que tout puisse se dérouler au mieux. Dans tous les cas, on s'excuse d'avance, bien évidemment, pour tout problème qui pourrait survenir, mais on espère que les connexions tiendront. Vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui à nous suivre, on vous en remercie. Alors, évidemment, c'est un sujet qui nous concerne tous personnellement et professionnellement. Nous sommes bien évidemment tous impactés. C'est un sujet local, national bien évidemment, mais au-delà international, puisque les mesures aussi de confinement se multiplient à travers le monde. Donc c'est un environnement tout à fait particulier que nous avons à traiter aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur nos problématiques de pure gestion de crise et de continuité des services publics en mode dégradé. Alors l'actualité réglementaire de ces derniers jours a été particulièrement dense, donc ça évolue un petit peu au quotidien. Donc il est nécessaire d'avoir quelques réponses à toutes vos interrogations. Elles sont très 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 nombreuses. On s'en doute bien, on va faire notre possible pour y répondre. Quelques mots sur VK pour nos abonnés et même au-delà. Dans cette situation toute particulière, nous avons mis en place un maximum de continuité dans nos services, comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans nos services d'actualité. Vous retrouvez également sur notre site toute l'actualité au quotidien, nos services documentaires, nos experts continuent à travailler pour la veille et l'évolution réglementaire, et nos services de VK-Line Expert continuent à fonctionner. Notre service de juriste répond toujours à vos questions en 24 heures, donc c'est très important si vous avez des besoins tout particuliers. Au cours de cette webconférence, vous pouvez donc poser vos questions en direct, n'hésitez pas. Nous en avons déjà, mais via la fenêtre questions de votre interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Donc n'hésitez pas et nous essaierons d'y répondre au maximum. Et enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dès cet après-midi, demain, lundi au plus tard. Voilà, donc dans les jours à venir. Pour répondre à toutes vos questions, pour échanger aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, et je les remercie dès à présent, d'accueillir Maître Éric Landau, avocat au barreau de Paris, avocat fondateur au cabinet Landau et associé. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous. Monsieur Xavier Dussel, directeur de la prévention et de la sécurité publique à la ville de Romans-sur-Isère. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Alors sans plus tarder, rentrons dans notre sujet qui est bien entendu à la fois exceptionnel et très vaste. Cher Eric, un petit point peut-être pour commencer sur le déluge de textes qui nous assaille ces derniers jours. Oui, pour ceux d'entre nous qui avons la perversité de lire le journal officiel pendant notre confinement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'ennuie pas et qu'on est, pour l'arrêté par exemple, qui est le premier de cette liste du 14 mars, qui a encore été remodifié, donc il a été modifié le 15, le 16, le 17 et ce matin. Donc là, je vous ai mis en fait les références pour que vous ayez de quoi chercher les sources sur ce qu'on vous dit. Et ensuite, la page d'après, donc toute une deuxième page que voici, avec un point extrêmement fort qui est donc des projets de loi organique et loi ordinaire qui ont été débattus
Initialement hier après-midi, en fait hier à fin d'après-midi et soirée, tard dans la nuit au Sénat, qui devait être passé à l'Assemblée nationale ce matin, qui vont passer dans quelques heures à l'Assemblée nationale. Il y a eu très longues interruptions de séance pour qu'en clair le gouvernement, l'Assemblée et le Sénat se mettent d'accord. Donc ce que je vais vous en dire ressemblera de très près à la loi définitive qui va être au JO, on suppose dimanche ou lundi. Ensuite, vous voyez qu'il y a donc d'autres textes qui ont été faits ce matin. À détailler donc des nouvelles mesures sur tout ce qui est navire, des nouvelles règles applicables dans les transports publics. Alors les transports publics, on retient qu'il y a des règles de confinement, de désinfection qui ont été fixées ce matin, qui sont tout à fait importantes. Fin de la vente de tickets à la montée, désinfection, interdiction de monter à l'avant pour protéger les chauffeurs, mais que le ministère des Transports, enfin la transition écologique solidaire, version sous direction transport, a annoncé un autre texte arrêté à venir normalement aujourd'hui. Qui concernera plus l'organisation de la logistique pour continuer à ce que l'on ait des produits sur nos étals. Des ajustements sur des médicaments, etc. Et des extensions des distributions de masques, notamment pour les sages-femmes. Et un autre texte qui change les règles de confinement pour les personnes qui doivent soit pointer à la police après une condamnation pénale, soit ceux qui sont requis par une juridiction, et plus important pour nous tous, ceux qui sont requis pour participer à une mission d'intérêt général par l'autorité administrative, ce qui est très important parce que de plus ça va aller, plus vont avoir des entreprises qui vont être obligées de réquisitionner en usage de nos portes police et non pas parce qu'ils seront attributaires de marchés publics. Et ensuite, face à des déluge de textes de réaction. Première réaction, on est tous extrêmement pleins de gratitude envers les personnels des collectivités territoriales, mais aussi des forces de l'ordre et de santé qui assurent l'ordre public et la santé. N'oublions pas ceux qui, dans les services centraux de l'État, ont réellement fait un gros boulot ces derniers temps. C'est assez facile de se moquer des d'arrêtés qui modifient des arrêtés qui modifient des arrêtés. Mais tous ceux qui ont rédigé des arrêtés ou des décrets ou des projets de loi dans leur vie savent que c'est très dur et qu'ils ont fait un super boulot. Et que les discussions hier, par exemple, au Sénat, bon, ok, il y avait 2-3 arrière-pensées politiques, notamment sur la date de dépôt des listes du second tour, mais globalement, un esprit de la nation qui était plutôt beau à voir. Zoomons maintenant sur les problèmes qui sont les nôtres. L'urgence sanitaire, c'est nouveau, ça va nous tomber dessus. Et cet état d'urgence sanitaire va donner des pouvoirs qui font en fait en réalité entériner pour partie ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on est dans un pouvoir désormais vertical. L'État, et c'est normal, c'est du régalien, a repris la main. On s'en félicite, mais parfois on subit des réactions de préfecture qui sont plus ou moins efficaces. Il y a de tout. Pareil pour les services de l'éducation nationale, notamment on en parlera tout à l'heure. Il y a des pouvoirs donc, qui vont être renforcés avec un contrôle parlementaire particulier. Donc ça ressemblera vraiment à l'état d'urgence, toute une série de mesures de réquisition d'entreprises, d'ordre qui pourront être donnés avec des contraintes très fortes. Ça ressemble vraiment à un état d'urgence militaire. Voilà. Deuxième chose, on a le décret qui a été pris sur le confinement. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans ce document, le PowerPoint qui est en train d'être diffusé par Julien, il y a énormément d'annexes qui vont donner lieu à une transmission. Donc, tous ceux qui sont inscrits à cette webconférence pourront avoir des annexes que j'ai préparées avec amour et fatigue pour que vous ayez... Voilà, pour que vous ayez des détails sur tout ceci, y compris ces questions de confinement. Ce décret, ce sera envoyé à ceux qui le demanderont, à tous les participants, le PowerPoint avec annexe ajoutée dans les prochains jours. Voilà. Et c'est important parce que les annexes, le tout fait 48 pages, justement, avec beaucoup de détails dans les annexes, beaucoup plus que ce qu'on va pouvoir faire ensemble maintenant. On a donc ce décret qui a été complété à 2 reprises et la future loi sur le confinement. Sur le confinement, finalement, les collectivités territoriales et le monde hospitalier ne sont que peu concernés, si ce n'est pour aider les services de l'État à le respecter, si ce n'est pour la difficulté organisationnelle. Mais on est là aussi dans le régalien. Ensuite, on a
des remarques, c'est ah bah oui, mais moi, maire, est-ce que je peux en faire plus? Oula. Alors là, on n'a pas le droit de prendre de paracétamol, mais aller prendre un cachet d'aspirine parce que c'est un peu compliqué. Le principe, vous le connaissez, normalement, on peut aller plus loin que ce que fait l'État sur les pouvoirs de police. Quelle est la commune qui n'a pas mis un bout de circuit de route de voie communale à 40 à l'heure au lieu de 50 parce que même si c'était une voie pour laquelle il y avait un arrêté préfectoral, j'ai le droit de renforcer. Comme vous le savez, il y a des pouvoirs de police dits généraux et des pouvoirs de police dits spéciaux. Même quand l'État a une pouvoir de police spéciale, il n'est pas rare que les collectivités locales puissent, pour des circonstances particulières ou parce qu'il y a une urgence particulière, renforcer ce qu'a dit l'État. C'était posé par l'arrêt Société des films l'UTCA de 59 sur une police très spéciale qui est celle des films. Et puis récemment, c'est à Nantes, on a même permis qu'un maire réglemente l'accès et les heures d'ouverture d'une discothèque. Là aussi, c'est un pouvoir du préfet, hein, pour des circonstances locales. Franchement, ça n'allait pas de soi. Le problème, c'est que quand on est par contre dans le code de la santé publique, notamment dans les régimes qui sont très proches de ceux qu'on évoque, on se retrouve, et ça a été jugé pour les pesticides par exemple, dans des cas où le juge en général n'estime que c'est pour des urgences absolues ou des mesures particulières, il y a différentes formulations selon les juridictions, que l'on peut agir, mais avec une vision plus restrictive que ce que l'on a quand on n'est pas dans le domaine de la santé publique. On retrouve là la même attitude que le juge avait, par exemple pour les centrales nucléaires. Il y a des maires qui avaient essayé de réglementer ce qui se passait dans les centrales nucléaires. On lui a dit, allez, faut pas rester là, monsieur, c'est pas ton boulot, c'est celui du préfet, bon, ou du ministère dans le cas des centrales nucléaires. Donc, on a sur la santé publique le raisonnement qui serait tous le premier, le nôtre, hein, de dire ah bah moi j'ai le droit de renforcer pour des circonstances spécifiques. Il faut vraiment que vous ayez une urgence, que vous consultiez le préfet ou que vous l'informiez et que ce soit des mesures vraiment d'urgence et de proximité. Ça veut dire, est-ce que… À l'inverse, cher Eric, avec le principe de libre administration, est-il à l'inverse possible pour un maire de dire stop sous certaines conditions à certaines choses? Et peut-être Xavier ensuite, après Eric, sur la nature des rapports entre État et collectivités territoriales en ce moment qui semblent pas toujours très fluides. Les relations se tendent un petit peu. D'abord, les relations se tendent et ça varie, mais je pense que Xavier va nous dire ce qu'il en est. Pour le département où officie Xavier, j'ai eu des retours variés hier, pas plus tard qu'hier. Mais première remarque, est-ce que je peux assouplir ce qu'a dit l'État? La réponse est non. Sauf circonstances tout à fait particulières ou sauf si un texte le prévoit. Est-ce que je peux durcir? La réponse est oui, mais en matière de santé publique, le juge ne l'accepte qu'avec beaucoup de réticence. Et ce que je voulais dire, et ensuite dans la page d'après, c'est que par contre, souvent, je peux agir parce que je suis moi-même le gestionnaire de mes services. La question est presque toujours posée sur les allées marchés. Sur les allées marchés, si je renforce les mesures de police au nom du Code de la santé publique qui ont été prises par le préfet, c'est pas d'une légalité certaine et je peux avoir des belles indemnisations à verser en plus. Si j'agis en tant que gestionnaire de mon équipement, de mes allées marchés, en tant qu'autorité délégante ou gestionnaire, je retrouve beaucoup plus de pouvoir et très souvent c'est comme cela qu'on peut revenir à en réalité agir. Mais Xavier, tu étais interpellé, je crois. Enfin, vous étiez. Ouais, on va se tutoyer. Oui, effectivement. Alors moi, j'interviens aussi comme membre de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité, la NCTS. Donc j'ai fait un point avec un certain nombre de mes camarades et aujourd'hui, les relations se tendent avec les représentants de l'État au niveau local et c'est tout à fait normal. Dites-vous que la pression, elle est considérable. Elle descend de l'Élysée, des différents ministères. Elle remonte de la population qui est en forte inquiétude. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait une certaine pression sur les humains qui incarnent, on va dire, les différents services publics de l'État. Donc aujourd'hui, la limite en fait est de savoir jusqu'où peuvent aller des représentants locaux des services de l'État. Je pense notamment aux représentants de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, notamment sur tout ce qui est police municipale ou services municipaux. Quelle est en gros leur prérogative sur des services territoriaux? En fait, il faut rester dans le cadre du droit, c'est-à-dire que l'employeur, les décideurs, ça reste le maire et la direction générale des services qui en découle. Et en aucun cas, ni le commandant de compagnie local, ni le commissaire de police local. Donc voilà, avec un maximum de graisse dans les rouages, il faut savoir systématiquement rappeler à chacun quelles sont leurs prérogatives.
Et effectivement, on est dans une logique de coordination des moyens. Donc, ça se fait sur la base du bon vouloir ou sur la base de textes réglementaires, mais en aucun cas, il n'est question pour les collectivités territoriales de perdre le contrôle de leurs effectifs. Voilà, l'État a traité cette dramatique crise de manière assez centrale et assez verticale. Donc, au niveau des collectivités, on a été assez peu associés. Mais pour autant, on a quand même des missions de service public à assumer à nos niveaux respectifs. Et on ne peut pas se permettre de perdre le contrôle sur les effectifs qui sont les nôtres. Donc voilà, il y a un petit rapport de force qui est en train de s'inscrire et c'est tout à fait normal. Et après, il faut compter sur l'intelligence de chacun pour y mettre un maximum de graisse et on va dire un maximum de bienveillance. Voilà. Comprenons la position des services de l'État et en même temps, faisons comprendre aussi la nôtre, à savoir qu'on a besoin de nos agents pour faire fonctionner nos services publics. Ok, merci Eric. Sur le régime des ERP, pour poursuivre, cher maître. Alors, un mot sur les services de l'État. Le problème, en fait, c'est qu'il faut bien voir qu'on est dans une heure de l'efficacité. Dès qu'on parle d'ordre public, l'efficacité nécessite une certaine verticalité et une certaine rigueur dans l'exécution. Et en même temps, on vit à l'heure des réseaux sociaux où très souvent les préfectures qui ont le réflexe d'attendre les circulaires avant d'agir se retrouvent en décalage face à des collectivités qui sont au courant bien avant le rouage intermédiaire en fait qu'est la PREF. C'est un peu moins vrai des services de police et de gendarmerie, me semble-t-il. Et donc, c'est vrai que par exemple, quand hier, à 17h et des poussières, on a appris qu'il y avait finalement report de la tenue de la séance d'installation des conseils qui avait lieu ce week-end, j'ai une flopée de clients qui étaient hilars parce que ils étaient déjà, je les informe à 17 ou 18h et à 20h, ils reçoivent des instructions préfectorales en sens contraire qui étaient en retard d'une journée, quoi. Bon. Pour aborder la question des établissements du public, les collectivités sont assez concernées, d'une part parce qu'elles se posent des questions sur, par exemple, les opérations funéraires. Il y a des discussions très très bizarres parce que les services de l'État, le Premier ministre ont dit qu'on ne pouvait plus se rendre à des funérailles et les arrêtés disent quasiment l'inverse, puisque j'ai le droit d'avoir lors des cérémonies religieuses liées aux funérailles jusqu'à 20 personnes, donc c'est bien que je peux me déplacer. Il y a beaucoup d'incertitudes sur certains problèmes. Je vais prendre un exemple tout bête. Les établissements recevant du public ne sont pas fermés, ils ne peuvent plus recevoir du public. C'est la dérogation que tout le monde connaît sur les restaurants qui peuvent continuer à avoir de la livraison à domicile ou de la vente à emporter, pour lesquels chacun essaie de bricoler des mesures de récupération de denrées alimentaires sans transmettre le virus. Pas facile. Mais une dérogation est passée un peu inaperçue à ce texte, c'est que dans une des nombreuses modifications de l'arrêté du 14 mars, on s'est retrouvé avec par contre une fermeture des équipements sportifs clos et non pas leur absence d'ouverture au public. Semble-t-il pour éviter que les gens qui ne seraient pas considérés comme des usagers, qui seraient des sportifs à demeure, s'entraînent collectivement, ce genre de choses. Semble-t-il, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Autre question, les parcs et jardins. Les parcs et jardins étaient exclus dans l'arrêté du 14, mais dès l'arrêté du 15, toute la rubrique PA des ERP était incluse, qui inclut les parcs et jardins, etc. Alors après, quand on voit certains maires prendre des arrêtés disant que l'État était négligent, mais que c'est eux qui prennent des arrêtés de fermeture des parcs et jardins, ça fait sourire, mais non, je ne vise personne. Ensuite, donc la page d'après, se pose toute une série d'autres problèmes qui sont compliqués. Les centres de vacances, les ALSH, etc., ne peuvent plus recevoir de public jusqu'au 15 avril. Sauf que pour tous les services scolaires et de la petite enfance, a priori, ça n'inclut donc pas le périscolaire. Il y a une mesure de suspension, mais avec des dérogations, notamment pour les enfants des praticiens de santé, de certains établissements sociaux et médico-sociaux, etc. Face à ça, une flopée de problèmes arrive. Premier problème, il y a beaucoup de collectivités qui ont été obligées de faire des pieds et des mains auprès de l'éducation nationale pour que ça marche. Il y a des départements où ça allait tout seul, je crois que c'est la majorité des départements. J'ai eu plusieurs dossiers où on a été obligé même d'intervenir téléphoniquement auprès de direction d'école, enfin de directrice d'école,
en disant coucou quoi. Enfin, je veux dire, vous avez une obligation de continuité de service public, vous avez des praticiens de santé qui ont besoin d'être sur le pont et vous recevez des ordres via des arrêtés qui pour vous sont des ordres hiérarchiques en plus. Donc vraiment, il n'y a pas photo quoi. Le problème s'est beaucoup posé sur certains collèges et certains lycées. L'éducation nationale disant c'est aux organismes de l'établissement public d'enseignement PLE donc de s'en occuper, ce qui se discute. Il y a eu des débats sur alors les crèches qui sont liées à des établissements publics de santé ou autres demeurent ouvertes. Les règles de 8 à 10 enfants gardés ne sont pas dans les décrets, sont dans les commentaires. Donc, beaucoup contestaient le fait que ce soit une base juridique, mais bon, enfin, je veux dire, il y a des raisons d'organisation et de contamination, donc on va les appliquer, ces règles. Voilà. L'application. Là-dessus, une question sur, Ouais. sur les crèches, plutôt sur le personnel. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de possibilité de réquisitionner des directrices diplômées, avec quel personnel ouvrir? C'est-à-dire, si on n'a pas le personnel adéquat avec les diplômes requis dans une configuration normale, a-t-on autorisation d'ouvrir avec d'autres personnels? Alors, le raisonnement qui serait le mien, il y a deux manières de raisonner. On se dit soit je suis dans les mêmes taux d'encadrement que le taux normal, ce qui s'appliquerait par défaut puisque les textes ne dérogent pas. Malheureusement, pour l'instant, ils n'y ont pas encore pensé aux règles au taux d'encadrement, notamment pour le péri et la petite enfance. Parce que le péri n'est pas clairement concerné, mais il y a des tas de structures qui mettent en place du péri en dépit de la règle, qui les étendent pour garder les enfants. Ça va de soi, ça fait partie de la scolarisation. Je pense qu'il n'y aura pas de doute que ce serait l'interprétation du juge en cas de litige, même si la première lecture du texte pourrait laisser penser le contraire. Simplement, on a un raisonnement, c'est on a les assouplissements de taux que l'on a en service minimum d'accueil quand il y a grève des écoles. Et moi, je vous propose qu'on se cale là-dessus. Alors vous allez me dire, dis donc, le mec il est avocat et il fait du droit gazeux. Bah oui, mais d'abord la situation est gazeuse en tous les sens du terme, et ensuite il y a une chose qui est de respecter les arrêtés du 14 modifiés les 15, 16, 17 et ce matin, et autre chose que de penser au pénal. Et un diapo que j'ai pas mis mais que j'aurais dû mettre dans la discussion qu'on va avoir ensemble cet après-midi, c'est la grille de la loi dite Fauchon du 10 juillet 2000. Je serais coupable de mise en danger délibérée d'autrui, mais il faut que ce soit délibéré. Mais pour toutes les infractions involontaires s'applique la grille de la Fauchon, et notamment les homicides et blessures involontaires. C'est ce qu'on va craindre là. Et donc, à quel moment j'aurais poussé quelqu'un à avoir un danger pouvant conduire à son décès ou autre? Eh bien, soit je suis la cause directe du préjudice, et je ne le suis pas, je ne vais pas inoculer exprès le Covid-19 à quelqu'un, soit je suis la cause indirecte du préjudice. Si je suis la cause indirecte du préjudice, j'aurai une condamnation, soit si j'ai violé délibérément une règle de sécurité pouvant entraîner un risque grave et immendier pour autrui, soit si j'ai fait une faute caractérisée. Bon, ma le réflexe du coup est de dire au minimum, il faut que je fasse gaffe quand j'ai soit une norme identifiée pouvant entraîner un risque grave et immédiat pour autrui, soit ne pas faire de faute caractérisée. Sur ces taux d'encadrement, comme on a une vraie incertitude sur l'application des taux d'encadrement actuels et qu'on a des bons arguments pour penser que non, a priori, ça s'applique pas, mais qu'on sait que le juge va être vigilant et regardera ça à froid, pas dans l'enthousiasme ou le stress qui sont le nôtre aujourd'hui. Eh bien, il faut au minimum qu'on n'ait pas fait de faute caractérisée. Donc, si vous calez sur les assouplissements de taux que l'on a, par exemple, en période de SMA, eh bien, vous aurez une super ligne de défense pour dire que vous n'avez pas fait de faute caractérisée. Ça me paraît déjà pas mal. Autre élément là-dessus, gardez trace de toutes les mesures de prudence que vous avez faites, parce que le juge tiendra toujours compte de la situation qui était la vôtre, et que de respecter certaines normes à un moment donné est impossible. C'est expressément pris en compte par un siècle de jurisprudence en pénal comme en administratif. Sur la petite enfance, à noter une aide de la CNAF qui était
communiqué hier, mais prise avant-hier, je crois. Sur les crèches publiques, vous aurez 27 euros par place fermée et par jour. C'est toujours ça de prix. Attention sur les services de petite enfance, il y a, une extension maison d'assistante maternelle qui initialement les concernait toutes et qui maintenant permet donc un maintien de ces maisons quand il y a moins de 10 enfants. Les assistants maternels eux-mêmes, les structures des rattachés aux maisons de santé, les structures mentionnées, les micro-crèches, etc., ne sont pas concernés. Micro-crèches, par définition, moins de 10. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais il paraît évident que les relais d'assistantes maternelles qui sont un foyer de contagion ne sont pas fermés. À noter, on a des règles qui ont été prises pour les sans-abri, pour l'organisation du confinement dans des hébergements spécifiques pour des sans-abri qui auraient le Covid-19 sans avoir besoin d'être hospitalisés. D'ailleurs, à noter des développements importants, la PHP à Paris a mis en place un système de suivi par Internet des patients Covid-19 qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, ce qui va permettre beaucoup de choses. La période de la trêve des expulsions ont été repoussées et des places d'hébergement d'urgence ont été libérées. À noter que les enfants ou les personnes handicapées qui sont dans des foyers avec hébergement, ils restent. Le problème que l'on a par contre, c'est que pour ceux qui étaient en semi-hébergement, qui étaient en hébergement quelques fois par semaine, ceux qui n'étaient pas tout le temps, qui n'étaient pas hébergés se reviennent dans leur famille, ce qui pose des problèmes terribles. D'autres se retrouvent dans des foyers qui, eux, alors là, pour le coup, dépassent leurs règles, leur taux d'encadrement et d'organisation, mais font comme ils le peuvent. C'est admirable, mais inquiétant. On se retrouve donc avec des difficultés énormes. J'ai fait aussi une annexe dans le document que vous allez transférer sur les systèmes d'alerte et les mesures que les gens tentent de mettre en place au niveau des services sociaux pour les enfants battus, les enfants en souffrance, les enfants en mauvais traitement, parce que ces enfants, parfois, la rue et l'école étaient le moyen d'avoir quelques heures de répit dans la journée, ils ne les ont plus. C'est affreux, mais c'est un sujet dont il faudra bien s'emparer dans chaque CCS, dans les limites évidemment du possible, puisqu'on ne peut pas se déplacer pour faire des suivis à domicile aisément, mais je pense que dans certains cas, on peut identifier ceci comme étant une préoccupation de santé donnant lieu à dérogation confinement pour des raisons de suivi social. Ensuite, cher Eric, je reviens simplement sur la CNAF que vous avez évoquée pour les crèches, puisqu'on avait pas mal de questions aussi là-dessus. Savoir si celle-ci s'applique aussi pour les ALSH périscolaires, extrascolaires fermés, et également si elle s'applique lorsque la structure est gérée par une association en délégation de service public, suivant un marché public. alors, je n'ai pas encore le texte, je n'ai que le communiqué qui a été fait par la CNAF. Si j'ai bien compris le communiqué, ça va s'appliquer en DSP puisque ça reste une crèche publique. Pour les autres, ça va être 17 euros. La légalité de cette différence de traitement, d'ailleurs, comment dire, il y aura un contentieux que ça ne passerait pas forcément la route. Autre remarque, est-ce que ça s'applique aux ALSH? Dans le communiqué, ce qui est bien marqué, c'est crèche. Je n'ai pas encore vu de disposition de ce type-là sur les ALSH, et pour cause, puisque très souvent, les structures estiment que les ALSH vont être fermés, point barre, mais donner lieu à un traitement à part. Donc sur les ALSH, a priori c'est pas inclus, mais encore une fois, ce n'est pas un texte de droit que j'ai décortiqué, c'est un communiqué. Donc attendons les textes. À voir. Ce que j'ai pas encore vu, que j'ai pas encore. Je les ai cherchés ce matin ou hier soir, et hier soir je les ai pas trouvés encore. Très bien. Ensuite. Bon, école, petite enfance, établissements sociaux, médico-sociaux, donc il y a hors enseignement supérieur jusqu'à 16 ans, parce qu'à 16 ans, les enfants, même de personnel de santé, de praticiens de santé, sont supposés se débrouiller. Donc là, on a des informations. Je vous ai mis en annexe la fiche qui a été diffusée vendredi après-midi de la semaine dernière sur les modalités d'organisation de ceci.
Attention, parce que tout le monde a eu le document, enfin beaucoup de gens ont eu un document qui était un document Word qui s'est promené le matin et qui rendait la chose moins impérative. Le document PDF que tout le monde utilise depuis est un document qui rend les choses impératives. À noter, les règles d'organisation de tout ceci se déduisent par, à contrario, des arrêtés de l'arrêté du 14 modifié. Donc les bases juridiques de tout ceci restent un brin évanescentes. Les prestations d'hébergement des internats scolaires sont maintenues pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre leur domicile. Initialement, le monde ultramarin était dérogatoire de toutes ces règles. Maintenant, il est pour les DOM et un grand nombre de TOM inclus. S'agissant de ce qu'on appelait avant les TOM, maintenant les COM, vous avez Saint-Martin, etc., Saint-Barth qui sont en régime normal, d'autres qui ont des régimes tout à fait particuliers comme Wallis qui s'est totalement bloqué puisqu'à priori ils n'ont pas de règles. Le préfet peut adapter, mais je m'étais posé la question, visiblement pour moi ce n'est qu'une adaptation au renforcement. Je ne pense pas que le préfet puisse assouplir les règles, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai interprété. Ensuite, donc, concernant la pique institutionnelle, effectivement. Voilà, alors ça c'était le feuilleton avec encore plus de rebondissements que dans Game of Thrones. Et pour résumer, on garde nos élus et on va les garder quelque temps. Donc le second tour est reporté, il va être reporté à juin, à une date qui sera fixée par décret. Ensuite, pour une des batailles, donc on va revenir en avant, les batailles, là j'en ai pour quelques temps. J'ai peut-être dit ensuite, pardon. Et ensuite, les déclarations de candidature. Alors, en fait, derrière tout ceci, il y a une petite, pas guerre politique, c'est beaucoup dire, mais un peu quand même. Il y a des constitutionnalistes, Dominique Rousseau et d'autres, qui disent ah bah non, le premier tour est inconstitutionnel. Ouais, enfin c'est pas ce que dit le Conseil constitue qui, dans le passé, en 73, a admis des reports de second tour de législative pour cause de cyclone à la Réunion. Voilà. Et il n'y a pas de règle qui ferait qu'au bout de 3 semaines versus 3 mois, un premier tour serait inconstitutionnel. Ce que personne ne semble remettre en cause, c'est le premier tour lorsque ce tour a conduit à une élection à titre définitif de tout le Conseil. Mais évidemment, si ça dure longtemps, ça paraîtra bizarre aux gens de revenir avec les mêmes candidats que ceux qu'ils ont eu en mars si on est en septembre, par exemple. A priori, il n'en est pas pour ça, hein, mais bon, il faut voir qu'en Italie, le principal responsable de tout ce qui est virologie, hier, a parlé de ce que ça allait quand même encore durer peut-être 3 mois. Bon, voilà. Donc, on a le Sénat qui a été très ferme au point que le titre 1 de la loi a été étudié en dernier pour mettre la pression sur le gouvernement pendant toute la négo. Vous voyez, bon, sur le fait qu'il fallait absolument caler dans la loi que ce serait juin pour les municipales et une date très rapide pour les dépôts des listes au second tour pour que tout retour en arrière puisse être présenté politiquement comme étant une manip. Donc dans la loi telle qu'elle a été votée au Sénat, et bon, c'était un accord avec le gouvernement, donc ça devrait être dans la loi définitive. On serait sur un dépôt des listes au second tour, avec les mêmes règles, hein, 5% pour fusionner, 10% pour se maintenir. Le 31 mars à 18h. Ensuite, le gouvernement a, et ça se retrouve donc dans la loi, accepté de répondre aux demandes du Sénat, des virologues et de l'AMF, de dire bon allez, c'est tellement le bazar qu'on n'installe pas ce week-end les élections, les conseils, même dans les communes où l'élection a été acquise au premier tour. Mais il en résulte du coup un truc un peu bizarre, chers amis territoriaux, si vous pensiez être débarrassé de votre maire, bah non, vous allez vous garder quelque temps encore. Parce que du coup, jusqu'à mai-juin, on va revenir sur cette définition, sur cette date de mai et de juin, on va avoir un maintien des équipes en place. Alors pour ceux pour lesquels le second tour, pardon, est repoussé à juin, c'est normal, mais même pour les territoires, même pour les communes, pardon, où il y a eu un renouvellement dès le premier tour, et ben on regarde les équipes en place pendant quelques temps.
Le gouvernement avait prévu initialement un système beaucoup plus compliqué qui pour l'Interco aboutissait à une véritable usine à gaz et à devoir se réunir à nombreux. Donc ça n'existe plus. La même chose va exister pour les OPH, les SEM, les SPL, les CEMOP, les CCS, les CIAS, les caisses des écoles, les syndicats mixtes fermés, ouverts, etc. Tout le monde reste en poste jusqu'à l'installation des successeurs. Le seul truc qui a été oublié, c'est les cas où ce sont des représentants des syndicats mixtes ouverts qui vont siéger dans d'autres structures, SPL par exemple. C'est regrettable, mais ça n'a pas concerné énormément de structures. Donc, après, on a un calendrier un peu compliqué. Je vous ai mis tout ça dans le support. C'est ce que je t'ai envoyé ce midi, Julien. En annexe, oui. Voilà. Donc, soit on a des EPCI qui auront à se recomposer et qui attendent pour certaines communes le second tour. Et là, ils auront à se recomposer 3 semaines après le second tour. Voilà. C'est pas le délai de 4 semaines habituel, c'est 3 semaines. Dans les autres, c'est-à-dire quand on est déjà tout prêt, il y a une recomposition qui doit intervenir pour le 10 mai, mais la loi est tellement mal rédigée qu'à un autre moment on parle de juin, donc là on va attendre le texte définitif, voilà. Et si j'ai une interco, et il y en a quelques-unes, pas tant que ça, hein, et tout le monde est passé au premier tour, eh bien là j'ai une procédure particulière et une élection particulière, mais avec un truc un peu compliqué pour le cas notamment j'ai des communes de moins de 1000 habitants où il reste quelques sièges à désigner et où là on est revenu un peu à l'usine à gaz initiale. Les indemnités de fonction restent acquises et telles que. Alors, le texte ne dit pas que c'est rétroactif, mais on n'a pas besoin de les voter et quand on les votera lors des renouvellements, eh bien, il y aura application rétroactive pour la période où les élus ont été en place. Les votes pour les budgets sont repoussés au 31 juillet 2000. Le législateur a oublié de mettre les votes des taux. Il n'y a que les votes des budgets. C'est ballot parce que parfois on a besoin de faire évoluer la fiscalité, mais bon, bah voilà. Et puis, il y a des tas de règles qui seront dans les ordonnances sur la continuité des services publics, les pouvoirs renforcés au titre des affaires urgentes et courantes, pour lesquelles j'ai quelques informations qui conduisent à l'optimisme sur ce qui va être dans ces ordonnances, mais je ne peux pas en dire plus vu que mon client est sur certains de ces sujets, l'État. Il y a par ailleurs expressément prévu dans les ordonnances des suspensions pour tout ce qui est délai de recours, sauf pour les municipales, attention, parce que ça serait avant la loi. Donc sur les municipales, pour la plupart des cas, c'est ce soir. Demain, s'il y a eu des notifications, des proclamations qui ont été faites lundi, dans la nuit dimanche et lundi, mais après 0 heure. Pour les autres, c'est ce soir, donc qu'il y a délai maximum pour faire les protestations électorales. Mais pour tous les autres, on va avoir des reports sur les délais, les procédures, tout. Les audiences, il y a même pour les délais de questions de constitutionnalité, tout ça. Sur les enquêtes publiques, je vous renvoie à ce qui a été fait par la Commission nationale du débat public. Madame Joanneau a fait un guide de bonne pratique. Mais de toute manière, les enquêtes publiques et les débats vont faire partie normalement de ce qui sera suspendu et prolongé automatiquement de plein droit par l'ordonnance à intervenir qui interviendra. Les ordonnances, un certain nombre devraient intervenir, alors probablement pas dimanche, mais en tout cas lundi, presque certainement, au pire mardi. Ensuite. Alors, j'ajoute une chose, Eric. Alors, c'était pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Hein, Eric Landau a préparé toute une série d'annexes qui développent avec support, rappel des textes en vigueur et de ces derniers jours jusqu'à hier soir. Donc, cette annexe vous sera envoyée sur demande dans les prochains jours. Hein, de développer les propos qui sont les nôtres ici. Mais comme on a beaucoup de choses à voir, voilà, vous retrouverez des choses en annexe. Je vous en prie, Eric. Ouais, je vous en prie. Alors, après, la question, c'est c'est bien gentil, mais qui est-ce qui va payer? Alors, qui est-ce qui va payer? Plusieurs remarques. Première remarque, on va avoir des cas où on va réquisitionner des entreprises.
si on réquisitionne des entreprises en l'état, sous réserve de ce qu'il y aura dans les ordonnances, et il y a des choses qui sont encore en cours de débat, voilà, je n'en dis pas plus. Nous avons le principe, c'est qu'une entreprise, ça s'indemnise quand elle est réquisitionnée sur la base de ses dépenses utiles. C'est pas ses tarifs habituels, c'est pas une facture, c'est ses dépenses utiles. Donc c'est elle de dire ça m'a coûté combien, voilà du coup combien ça fait. Et ça, on pourra le définir. Parfois, on va réquisitionner des entreprises dans le vocabulaire courant, mais en réalité, ce sera l'utilisation de contrats qu'on a avec eux en bon de commande. Bah, on applique dans ce cas-là les contrats. Se pose le problème aussi des cas où on va prendre nous des mesures de police. Eh ben, par exemple, si c'est nous qui prenons, par exemple, si je ferme un marché. Voilà, imaginez, je ferme un marché là aujourd'hui. Imaginez que dans 6 mois, le juge dise que c'était illégal ou qu'au minimum, ça a causé un préjudice aux gens. Eh bien, je pourrais avoir l'obligation d'indemniser ce préjudice, sauf que comme ces personnes auront droit pour les salariés au chômage technique, et pour les autres au fonds d'aide, mais qui va être limité apparemment pour les auto-entrepreneurs, professionnels libéraux et autres à l'équivalent d'un SMIC, et encore uniquement pour les entreprises de moins d'1 million d'euros. Eh bien, ceux qui n'ont pas cette indemnisation de l'État pourront se tourner vers ceux qui leur ont demandé d'arrêter de bosser pour obtenir indemnisation. Sauf que le juge, là aussi, ne le fera qu'à la mesure des dépenses utiles, de ce qui n'aura pas été remboursé par l'État. Uniquement si on n'a pas entendu dans la loi interdire les indemnisations ou si ça entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques. Ceci pour dire donc que l'on va avoir en réalité une foultitude de situations pouvant entraîner des débats sur qui indemnise quoi, qui risquent d'être assez complexes. Si je prends moi une décision, moi une commune, moi une interco, moi un établissement public de santé, moi une institution sociale médico-sociale, si c'est un acte unilatéral mais que l'urgence, la nécessité du service public l'impose, ou si je suis dans le cadre de mes pouvoirs de police, encore une fois, j'indemnise ce que j'aurai, mais ce que j'aurai sera lui-même limité à ce que les gens ont eu comme dépenses, et j'aurai à déduire de ceci les sommes qui seront versées de toute manière par l'État au titre des règles de solidarité nationale actuelles. Ensuite, Alors évidemment, ces questions liées aux indemnités, alors on a énormément de questions évidemment qu'on ne pourra pas traiter intégralement et même dans leur majorité aujourd'hui, mais sur les indemnités et les conditions contractuelles des agents, ceux qui sont maintenus à domicile, qui va payer les agents publics inactifs, comment va-t-on calculer les recettes ou les indemnités des collectivités territoriales avec un calcul de baisse de chiffre d'affaires sur leur territoire. Il y a énormément de questions évidemment là-dessus et je pense qu'on n'a pas forcément toutes les réponses d'ailleurs aujourd'hui. oui, parce qu'une grande partie de ces réponses vont venir avec les ordonnances. Mais plusieurs remarques. Première remarque, moi j'étais sur la phase d'avant, bien évidemment, sur les indemnisations des partenaires extérieurs, entreprises et autres. Là, les questions qui sont posées, mais ça tombe bien, c'était, bravo Julien, la transition vers le point 8. Effectivement, beaucoup de questions d'indemnitaires qui nous reviennent sont sur le maire employeur. Quand je dis maire employeur, président du CCAS, caisse des écoles, interco et tout ce que vous voulez. Première remarque, si quelqu'un est malade, il est en congé maladie, on n'en parle plus. Sauf que, évidemment, on va vers une suppression des jours de carence dans le privé, alors qu'on les maintiendrait dans le public, confère propos du ministre Dussopt, hier soir, je crois, qui ont beaucoup fait réagir sur la toile entre hier et aujourd'hui. Attendons de voir ce qui sera dans les ordonnances, mais effectivement, les jours de carence demeureraient, ce qui fait réagir. Si quelqu'un peut continuer à bosser, est en télétravail, mais juste en confinement, eh bien, on est sur une autorisation spéciale d'absence, mais on continue à le payer. Et puis, on essaie de mettre en place qu'on peut en télétravail.
Ceci dit, ce qui va être préparé, c'est des autorisations spéciales d'absence pour sur ces confinements, autorisations d'absence. Il y a des règles qui ont été rappelées. Alors, le ministre du SOT a fait une vidéo d'une dizaine de minutes qui est bien pour rappeler toutes les règles de sécurité. Donc à voir. Et je vous ai mis des liens dans le document qui vous sera transmis par VK sur un certain nombre de documents de référence de l'État là-dessus. Mais donc si je résume, congé de maladie, régime habituel. Pour l'instant, on est sur de régime habituel. Je garde mes autorisations d'absence. J'invente les autorisations spéciales d'absence pour le confinement, mais enfin, bon, ça revient à organiser le télétravail à distance, sauf si la personne est malade et là, on passe au congé maladie. Maintien des jours de carence, ce qui fait réagir. Mais ce vers quoi on va, c'est des règles consistant à ne pas mettre fin au contrat, alors même que j'ai, notamment pour les agents qui sont contractuels. Alors, si vous avez des agents de droit privé, utilisez à fond le chômage dit partiel, qui est en fait ce qu'on appelait avant le chômage technique, hein, pour obtenir indemnisation. Le chômage est indemnisé aujourd'hui à peu près partiel au niveau du SMIC. Mais on va monter à 4,5 fois le SMIC avec les réformes à venir, ce qui veut dire que pour ceux que vous avez qui sont de droit privé, je pense notamment parmi ceux qui nous écoutent à certains services d'ordures ménagères qui sont à la ROM et qui sont passés en droit privé, je pense à beaucoup de services des eaux, je pense à certains agents de droit privé parce que dans des dispositifs de type sociaux, vous pouvez retrouver que pas mal d'agents, je ne parle pas des contractuels républicains, des contractuels de droit privé pour lesquels vous êtes sur un régime URSSAF, et là, le chômage technique est quand même bienvenu. Pour agents des SPL, évidemment, aussi. Bienvenue, s'il est justifié, hein, il ne s'agit pas de, je ne prône évidemment pas une fraude à l'URSSAF, loin s'en faut par ces temps de solidarité, certainement pas. Deuxième chose, on a par contre des agents de droit public pour lesquels on n'a pas les mêmes solutions. Un certain nombre de structures s'apprêtent à prendre des mesures pour mettre fin à des contrats, etc. Non seulement ça va être dur de le justifier parce qu'on est sur des contractuels à durée déterminée ou des CDI, donc là pour le coup je ne vois pas trop sur quelle base, mais on va surtout avoir des choses là-dessus dans les ordonnances à venir et qui vont rendre plus rigide la possibilité de faire des licenciements du moment que l'État prend en charge. Donc attendons de voir ce qui va être dans les ordonnances, là il est un peu trop tôt. Excellente raison pour faire une webconférence VK dans quelques jours, dis donc. Absolument, absolument. J'en profite, Eric, pour signaler à ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur nos formats webconférences d'1 heure à situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous allons prolonger un petit peu. 15h30 sera notre limite puisqu'il faudra bien en mettre une, mais nous allons prolonger un petit peu puisque évidemment la situation et le sujet le méritent. Alors ensuite, et c'est presque la fin de mon intervention. Alors, petite question en direct pour vous qui nous écoutez, réagissez. Allez-vous changer votre management à l'issue de la crise, puisque il apparaît aujourd'hui, et a priori, il est à peu près certain que nous en sommes qu'au début de cette crise qui peut être un changement de paradigme pour les organisations, peut-être, certainement. Est-ce que vous allez changer votre management? Est-ce que ça va être l'occasion de mettre en place d'autres formes d'organisation, le télétravail notamment? Dites-nous et on réagira par la suite. Je me tourne vers vous, Eric, à nouveau pour les interventions d'urgence. Je vais mettre une protestation, la machine ne va pas autoriser à voter. Alors, ensuite, sur les marchés publics, la réponse était oui dans mon cas. Plusieurs remarques sur les marchés. La DAJ a fait une fiche qui est bien, que je vous ai résumée en annexe, donc qui vont être diffusées. Très souvent, pensez à regarder, ça va être fait normalement dans le projet de loi et les ordonnances. Mais en attendant d'avoir ça, faites donc, si vous avez des agents sous la main, dans un grand nombre de cas, des prorogations des délais de remise des plis.
des offres, des candidatures, avec un avis rectificatif, modification du DCE et information des candidats. Évidemment, les visites facultatives obligatoires doivent donner lieu à report. Pensez à le prévoir, viciez pas vos marchés juste pour ça, parce que s'il y a un gars qui a eu le temps de visiter avant et pas les autres, viciez pas vos marchés pour ça. Prévoyez un report avec report des visites. Faites des reports de délai de validité des offres. Vous savez qu'il suffit de demander à tous les candidats. En général, il n'y en a pas un seul qui va dire non. Voilà. Et pensez à tout ce qui est déclaration sans suite, motif d'intérêt général, c'est bon, vous l'avez, et l'organisation des natifs. Ceci dit, ce qui est envisagé aussi dans les ordonnances, c'est peut-être des systèmes de réquisition. Sauf que la réquisition, c'est compliqué. Oui, mais il vaut mieux une réquisition par le pouvoir de police. Mais attention, pouvoir de police, c'est-à-dire que nous, dans le passé, il nous arrivait pour des réquisitions en cas d'inondation que l'agglo soit obligé de passer par des arrêtés des maires pour obtenir la réquisition des entreprises. Hein, pensez-y. Donc, ça veut dire mettez en place, mais là, je commence à aller sur le terrain de Xavier, mais mettez en place des protocoles. Bon, parfois, ça sera un tout petit peu après coup, mais enfin, il ne faut pas que ça soit trop après coup quand même. Si celui qui n'a besoin de réquisitionner les entreprises n'est pas pouvoir de police, eh bien, soit les pouvoirs de réquisition vont être incluses dans les ordonnances, ce qui pourra être prévu, on va dire ça comme ça. Ça fait partie des hypothèses de travail, on va le dire. Eh bien, et quel cas, tout le monde pourra le faire, même un CCS, un établissement public de santé ou autre. Soit c'est pas le cas, et pensez bien à passer par la commune, qui sera fondée en échange à vous demander évidemment un protocole comme quoi si on leur demande indemnisation, c'est bien vous qui indemnisez, quoi. Ensuite, beaucoup de gens disent ah bon, on va faire des reprises en régie. Oh, mais reprises en régie, c'est l'entreprise qui dit moi je veux plus faire. En BTP, en collecte d'ordures ménagères, on commence à avoir des gros problèmes. Sur les chantiers, c'est le bordel. Il y a Elisabeth Borne qui dit mais non les mecs, vous comprenez au chantier. Il y a les fédérations françaises du bâtiment et les quelques autres fédérations du type qui disent mais faut arrêter tout. Les médecins qui tiennent des discours plutôt consistants à dire qu'il faut arrêter, mais pas tous concordants. Donc face à ça, c'est juste un gros bordel. Mais à la limite, bon, les chantiers qui s'arrêtent, entre nous se dit, on survit de moins que l'urgence est la tenue. Sur la collecte des OM, sur les stations d'épuration, on commence à avoir les mêmes problèmes de demande de retrait. Et là, si ces services publics s'arrêtent, on sera bien obligé de réquisitionner. Hein. Alors, ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est de dire je peux réquisitionner les entreprises que je veux, et si les entreprises diront oui, mais moi je refuse d'être réquisitionné parce que ça se combine avec le droit de retrait. Pour le sanitaire. Donc, ce qui est peut-être envisageable dans les ordonnances pour dévoiler un peu, mais surtout ce que nous on commence déjà à devoir faire, c'est des arrêtés en disant écoutez, je vous réquisitionne, l'entreprise attributaire ou une autre, et si vous me dites qu'il y a un problème technique justifiant le droit de retrait, c'est à vous de me le justifier et de me proposer des solutions pour inverser un peu la charge de la preuve et qu'on évite la facilité. Parce que encore une fois, si on fait ça sur les chantiers, franchement, je ferme un chantier, Hein, on est tous confinés, après tout, 3 de plus, et puis voilà, bon voilà. Collecte des OM, l'eau, l'assainissement, bon, c'est surtout sur l'assainissement que les problèmes se posent, etc. Là, on peut pas. Donc sur ça. On a clairement, possiblement, les gens vont dire moi j'ai tel problème, il faut avoir avec la préfecture pour voir si on peut réquisitionner des équipements spécifiques ou autres. Donc pensez à réquisitionner, à passer par le maire si les textes n'évoluent pas, et à inverser la charge de la preuve, mais au besoin combiner ça avec des réquisitions d'équipements pour assurer la sécurité des agents. Et puis du coup, ça nous conduit à des tas d'éléments sur ce que ça va changer pour le management. C'est un enjeu. C'est une occasion de team building extraordinaire. Je n'ai pas voulu utiliser le mot anglais, mais voilà, on le voit, on le constate. Si c'est bien fait, ce mouvement collectif peut devenir également positif. Mais c'est l'occasion de travailler aussi sur les plans de continuation d'activité des collectivités, des associations. Très souvent, ces éléments n'ont pas été pris en compte dans les plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce sont des éléments majeurs, et finalement, le droit n'est qu'un élément un peu externe, superficiel au regard de la vraie crise des enjeux. Ce qui me dit que c'est peut-être le moment que je passe la parole via Julien à Xavier.
Merci, cher Eric. Je vous rejoins sur l'enjeu aussi majeur qui est peut-être encore lointain puisqu'on est dans l'œil du cyclone, en tout cas au début de cette crise, mais des choses plus vertueuses peut-être pourront en sortir. En tout cas, c'est un point de vue optimiste qui nous fait du bien et qui peut nous motiver à l'avenir. Une dernière question peut-être, Eric, puisque vous parlez des chantiers. Beaucoup de questions également là-dessus. Beaucoup de questions sur l'urbanisme et notamment les délais d'instruction. Vont-ils être, sur les autorisations d'urbanisme tout simplement, vont-ils être prorogés? Dans la liste de ce qu'il est prévu de permettre par les ordonnances, il y a la prorogation de toutes les autorisations, les demandes, tout. Voilà. Du coup, dans les discussions qui ont eu lieu avec les ministères, on m'a confirmé qu'il y aurait tout. J'ai fait remonter l'info que ça serait bien qu'on soit un peu plus précis. Par exemple, est-ce que c'est tout, y compris pour les délais qui s'imposent à nous, comme le délai d'un mois pour demander des pièces complémentaires en urbain, hein, pour un PC par exemple. Mais je n'ai pas encore confirmation sur ce point. Ça sera dans les directives, dans les ordonnances. Et là, sur ce point, je n'ai pas d'infos. Très bien. Mais a priori, tout est concerné et il faudra voir les modalités. Ce que la garde des Sceaux a confirmé par contre aux instances de mon ordre professionnel, c'est que pour tous les contentieux, mais aussi toutes les procédures juridiques, il y aurait bien une mesure très large, très générale, imposant le report à tout. Précision importante, report à compter de quelle date? Le gouvernement avait prévu le 14, ça a été avancé au 12 par amendement sénatorial. Mars. Merci, cher Eric. Ça serait un report, ça serait une suspension des délais. Hein. Suspension de délai, absolument. C'est-à-dire que c'est comme si rien ne s'était passé du 12 mars à la fin de la période de confinement. Parce que la fin serait celle de la fin de période de confinement. Merci, cher Eric. Passons au résultat de notre sondage qui rejoint l'enjeu majeur de management évoqué par Eric à l'instant. Alors, résultat du sondage à l'instant. Alors, on ne les a pas à l'écran, ça devrait arriver. Vous voyez ça. Moi, je les ai. Hein. Oui, on les a. Vous les avez, d'accord, très bien. Alors, moi, je ne les ai pas. Donc, voilà, 83% de oui et 17% de non. Donc, ça rejoint un petit peu, ça rejoint votre sentiment, Eric, ça rejoint le mien. Une grosse majorité pense que cette crise va laisser des traces, et pas seulement des traces, je dirais, négatives. Ça va faire évoluer les organisations, notre perception du travail, des modes de déplacement. Je pense qu'il y a des enjeux globaux qui devraient, espérons-le, envisager d'un point de vue aussi écologique, peut-être. Voilà. L'urgence, elle est sanitaire, elle est dans l'organisation des services au quotidien, mais pour la suite, ça nous laisse de beaux jours de réflexion devant nous. La crise en territorial, je me tourne vers vous, Xavier, puisque là, nous rentrons dans l'opérationnel direct, et là, on est vraiment au cœur de ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, alors la gestion de crise, tout le monde est confronté à la crise. Tout le monde n'y était pas forcément préparé au préalable, à la fois en termes de compétences et aussi de compétences de préparation d'organisation, en termes de plan de continuité d'activité, de plan communal de sauvegarde, etc. Je vous laisse aborder ces notions. Oui. Bon, déjà, à titre préalable, quand même faire un petit point sur mon parcours et vous expliquer que j'ai travaillé durant de nombreuses années en fonction publique d'État, parce que j'appartiens à la fonction publique d'État, donc j'étais amené à travailler sur des dispositifs et aussi à gérer des crises, soit au niveau local, soit départemental et même au niveau zonal. J'ai également conduit à titre personnel des travaux de refonte, notamment pour le préfet du Pas-de-Calais, de plans de secours, etc. Et par le biais du détachement, donc j'occupe des fonctions de directeur de la sécurité sur une collectivité d'un peu moins de 40 000 habitants, où j'ai également eu à gérer des crises locales et la refonte de plans locaux. Donc du coup, cette expérience m'a poussé on va dire, à retranscrire quelques lignes, on va dire, stratégiques pour la gestion de crise, y compris celle que nous vivons actuellement et qui a
on va dire, un effet très pervers, c'est qu'elle nous casse complètement de nos lignes de travail habituelles. En gros, pour lutter efficacement contre ce virus, il va falloir qu'on s'éloigne des autres, qu'on s'éloigne de nos collaborateurs, de notre chaîne hiérarchique, de nos subordonnés. Et du coup, ça casse complètement les codes de la gestion de crise habituelle. Donc, du coup, j'ai voulu resituer un petit peu ce qu'était la gestion de crise dans un premier point. Ensuite, parler des vrais fondamentaux de la gestion de crise dans un second. Et puis, dans un dernier temps, vous parler de ce que va être le dernier temps de la crise, c'est-à-dire gérer la queue de comète et puis réamorcer tout doucement la pompe pour relancer un petit peu l'activité des services normalement. Alors, sur la première slide, moi, je souhaitais déjà vous expliquer qu'en gros, vous aviez en France une gestion de crise qui s'organisait un petit peu sur la manière dont fonctionnent nos institutions. En gros, la crise se cale sur l'organisation administrative du pays, avec au niveau local, effectivement, des maires, présidents de PCI qui gèrent les choses pour tout ce qui est crise locale. Au niveau départemental, des préfets qui sont chargés de gérer avec leur plan toutes les crises, on va dire, départementales. Au-dessus, l'espace, on va dire, un peu zonal, régional, dont le préfet de région est le patron, et au niveau national, le chef de l'État, le chef du gouvernement et les différents ministères. Voilà, donc chacune de ces strates doit se préparer à la gestion de crise et doit agir dans le cadre d'une crise. Donc concernant les collectivités territoriales et notamment on va dire les municipalités, il y a deux notions qu'il faut intégrer, c'est que déjà les élus et les directions générales des services doivent assurer deux choses. La première, c'est la continuité des services publics, donc ils ont la responsabilité. C'est pour ça qu'on parle de plan de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir savoir ce qu'on maintient comme service et comment veiller à ce que ce service puisse fonctionner avec en ligne de mire toujours la protection physiologique et médicale des agents qui en assument la responsabilité. Et ensuite, il y a une deuxième, on va dire, notion importante qui doit être, à mon sens, développée. C'est ce que pose l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire que le maire est chargé de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les maladies épidémiques ou contagieuses. Et là, on est exactement dans ce champ-là, c'est-à-dire que le maire a une double casquette, il est élu local, mais il est également représentant de l'État au niveau de la commune, et à ce titre-là, il fait partie de cette chaîne verticale qui part du sommet jusqu'au niveau local, et il est tenu d'apporter son concours à la gestion des épidémies, et notamment de celle du Covid-19. Donc, où en est-on aujourd'hui? Alors, je pense qu'Éric l'a assez bien dit tout à l'heure. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un chef de l'État s'exprimer en moins de 2 semaines sur une crise. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un Premier ministre et puis des ministres successifs prendre la parole sur une gestion de crise. Clairement, l'État a pris le contrôle de la crise du Covid-19. Aujourd'hui, les collectivités territoriales doivent accepter l'idée qu'elles sont simplement un échelon, on va dire, d'exécution. Le patron, c'est l'État, c'est lui qui décide, on va dire, du cadre juridique, de la manière avec laquelle on communique, des décisions qui méritent d'être prises, de la manière avec laquelle on va les contrôler, etc. et voire même parfois des restrictions de liberté. Donc le patron, c'est l'État, donc chacun doit accepter quelque part de se soumettre à cette ligne verticale avec en son sommet le chef de l'État, le Premier ministre et les différents ministres concernés. C'était un petit peu l'objectif, on va dire, de l'organigramme que je vous ai affiché à l'écran. Voilà. Donc, qu'est-ce que nos collectivités territoriales doivent faire, sachant que l'État a pris la direction des opérations? Eh bien, nos élus comme nos directions générales doivent simplement se poser la question de quelles sont leurs missions. La première d'entre elles, à mon sens, ça consiste à prioriser ce qu'on va devoir maintenir comme service public. Voilà. Qu'est-ce qu'on conserve et qu'est-ce qu'on doit fermer? Objectivement, si vous voulez que les mesures contre le Covid-19 puissent être efficaces, il faut qu'un maximum de gens soient coupés du monde, soit dans une logique de confinement. Donc, il faut éviter qu'on ait comme ça une négociation en un lieu donné de plusieurs agents territoriaux. Donc, tout ce qui n'est pas, on va dire, indispensable et vital, clairement, il faut prendre la responsabilité de le fermer et utiliser toutes les mesures techniques que Eric a développées tout à l'heure sur le plan de la rémunération, sur le plan financier. Ensuite, c'est dire, bon, qu'est-ce qu'on conserve? Et si on le conserve, comment se donne-t-on les moyens de le faire fonctionner avec ce facteur, on va dire, sécurité pour les agents? Donc moi, j'ai recensé un petit peu ce qui était susceptible d'être, on va dire, nécessaire au fonctionnement d'un territoire. Donc je pense que vous avez des missions d'état civil qu'il va falloir faire survivre, notamment pour tout ce qui est relatif au décès, aux naissances, etc. La petite enfance, parce que Eric l'a dit tout à l'heure, l'État a demandé à ce que la territoriale se donne les moyens, on va dire, d'accueillir les enfants de parents qui sont chargés de conduire la guerre sanitaire.
Vous avez tout ce qui est relatif aux fourrières animalières, aux fourrières automobiles, parce que ces missions continuent, on va dire, continuent à fonctionner. La vie économique fonctionne. De ce point de vue-là, cher Xavier, sur justement la nécessité de faire continuer un minimum de services publics, ceux, on l'a bien compris, qui sont vitaux pour continuer sur le long terme à tenir, je dirais, au sein de cette crise. Que faire dans le cas, on a des questions hein, qui rejoignent ce sujet. La préfecture peut-elle être amenée à contraindre, en tout cas réquisitionner notamment des enseignants pour assurer la garde ou l'accueil d'enfants, de personnel soignant, etc. etc. Bah, si la situation l'exige, oui, évidemment, le pouvoir de réquisition est très large. Après, concernant l'éducation nationale, c'est un service de l'État, donc il appartient à l'État d'organiser ses propres moyens. Maintenant, s'il fallait réquisitionner des fonctionnaires locaux, territoriaux, pour faire, on va dire, fonctionner un certain nombre de services dont l'État a besoin, oui, bien sûr. Alors, soit le préfet le fait par le pouvoir de substitution, soit simplement il l'enjoint les maires de le faire, ce qui est le cas actuellement. Donc, oui, il y a des échanges au niveau local et au niveau des besoins locaux qui peuvent se faire. Eric ? Pouvoir qui est renforcé par l'article, alors c'est le 5, mais dans la numérotation des débats parlementaires, ça ne sera pas la numérotation définitive, mais l'état d'urgence sanitaire, qui est le seul élément de ces nouvelles lois qui sera permanent, hein, donc c'est une nouveauté législative qui n'est pas que provisoire. Effectivement, les pouvoirs de réquisition de tout bien, service, etc. est élargi. Mais comme vous vient de le dire, quand c'est ses propres agents, j'ai déjà des règles de réquisition pour continuité de service public, bien évidemment. Donc je continue. Donc vous parlez des fourrières animales, des fourrières automobiles. Vous avez tout ce qui est service, on va dire, au profit des seniors, qui sont incarnés par les CCAS et autres agents, qui du coup doivent continuer à fonctionner, non seulement parce que c'est important, mais surtout parce que ça permet de porter secours, on va dire, à une partie de la société qui est visée comme étant relativement fragile et sensible au virus. Vous avez aussi tous les services techniques indispensables parce que les voiries continuent à fonctionner, les besoins en eau, en assainissement et autres continuent à fonctionner. Donc vous avez aussi l'obligation de vous organiser sur le plan technique. Et puis vous avez enfin des services de soutien, je pense notamment au RH, tout ce qui est informatique, les services informatiques et autres. On parle de télétravail, etc. Mais si les ponts entre votre logement et puis votre serveur ne fonctionne pas, ben, c'est toute une machine qui s'arrête. Donc vous avez aussi une énorme continuité de services à garantir par le biais de la mobilisation des différents services, notamment les services techniques, informatiques et autres. Et Eric parlait ensuite de toute cette masse importante de textes là, qui nous tombent jour après jour. Vous avez aussi une administration générale qui doit continuer à fonctionner, qui doit être capable d'ingurgiter, on va dire, ces nouvelles normes qui nous arrivent jour après jour et qui doit être capable de les retranscrire, on va dire, en texte à portée locale. Donc, voilà, conserver quelque part la colonne vertébrale et quelques organes clés et ensuite se défaire de tous les services secondaires qui n'ont pas forcément vocation. Donc, c'est pareil, ça s'organise. Il faut mettre progressivement ces installations en sommeil, ces services publics en sommeil. Et puis, tout doucement, voilà, se recentrer sur ce qui est fondamental. Un dernier service qui, à mon sens, peut jouer un rôle déterminant, c'est le service de la police municipale quand la collectivité concernée est là. Donc là, c'est pareil, vous avez un certain nombre de règles de service à mettre en œuvre pour que tout cela fonctionne. Voilà, donc au niveau local. Justement, sur la police municipale, Xavier, comment on a bien compris et Eric l'avait rappelé au tout début de son intervention, et là, vous le remettez un petit peu au cœur de vos propos, la verticalité de prise de décision, verticalité des décisions. Comment la police municipale est intégrée dans cette chaîne de services indispensables en étant un service de sécurité publique et de secours? Est-ce que c'est une réquisition de la part des services de l'État? Est-ce que c'est une association? Comment se passe la coordination de la police municipale avec les services régaliens? Bon, alors la plupart du temps, vous avez en tout cas sur des PM d'une certaine strate, vous avez des conventions de coordination justement qui organisent la manière avec laquelle les services de l'État et les services locaux travaillent. Maintenant, dans un cadre particulier comme celui-ci, moi je serais quand même tenté de dire que toute directive doit être écrite. Bon, vous avez l'urgence, mais elle doit au moins être régularisée par un écrit, si ce n'est par une réquisition à proprement parler. Donc le patron hiérarchique d'un policier municipal, c'est le maire, clairement. Maintenant, si pour une raison X ou Y, on va dire, la préfecture décide de prendre le contrôle des effectifs de police, encore faut-il qu'elle le fasse sur la base d'un document écrit
et qui fonde, on va dire, cet acte en droit, c'est-à-dire qui mentionne les raisons pour lesquelles les policiers municipaux pourraient être arrachés, on va dire, à l'autorité de leur maire pour être placés sous celle d'un commissaire de police local ou d'un commandant de compagnie. Donc, je pense que la première chose à demander, à exiger, c'est effectivement un écrit permettant de justifier d'une situation, des bases réglementaires ou légales à partir desquelles l'État se permet de prendre un peu le pilotage des services locaux et notamment de police municipale. Voilà. Maintenant, j'appelle aussi l'attention d'un certain nombre de ceux qui nous écoutent sur le fait que nous ne sommes qu'au premier jour de la gestion de crise. Sa particularité, c'est qu'elle va durer longtemps. Personne ici n'est capable de dire combien de temps. Et je crois que c'est ce qui fait la particularité de cet événement, c'est qu'une crise, en gros, ça se gère entre 72 heures et une semaine, 8 jours, voilà, sur les cas d'inondation et autres. Mais avoir une crise qui se gère dans la durée, c'est-à-dire sur 1, 2, 3, voire plus, de 3 mois, là par contre, c'est complètement inédit et ça va complètement éroder les dispositifs, ça va complètement, on va dire, consumer la discipline générale des différents services, qu'ils soient étatiques ou territoriaux. Donc attention à l'effet du temps sur la gestion de crise, d'où la nécessité de rester dans son cœur de mission. L'État, de manière très verticale et très autoritaire, a pris les premières mesures à son compte, d'accord ? Elle a déployé notamment ses militaires, ses policiers, ses gendarmes sur le territoire national pour faire respecter ses ordres. Pas de souci. Conservez vos polices municipales dans leur périmètre immédiat. N'allez pas quelque part, on va dire, consumer des effectifs pour des missions que l'État est censé assumer seul. Conservez votre ressource pour l'employer aux missions qui sont les vôtres, notamment de surveillance du territoire, on va dire de surveillance des populations qui sont les plus sensibles. Je pense notamment aux personnes isolées, aux seniors et autres. Surveillance d'un certain nombre de commerces qui sont fermés pour les raisons sanitaires que nous connaissons. Vous avez des gens mal intentionnés qui ont commencé, on va dire, et qui ont déjà commencé à organiser des cambriolages, des vols, etc. Donc voilà, il va falloir aussi continuer à faire vivre la cité, continuer à garantir la sécurité et la tranquillité de votre territoire. Et ce n'est pas en détachant l'intégralité des effectifs de police au profit d'un service régalien qu'on y parviendra. Conserver sa propre marge de manœuvre pour assurer la sauvegarde de ses installations stratégiques et également la surveillance, on va dire, des grands opérateurs économiques, associatifs, etc. du territoire. Voilà, donc ne pas jeter immédiatement les forces territoriales locales dans la bataille. Viendra le moment où l'État se retournera vers les collectivités territoriales pour leur demander un concours. Ça, je peux vous l'assurer, j'en suis convaincu à 100%. Ce sera l'affaire de quelques jours ou de quelques semaines ou de quelques mois, mais à un moment, on va dire, l'État aussi sera, on va dire, usé par cette gestion de crise et c'est tout naturellement qu'il se retournera vers ses partenaires institutionnels et notamment les collectivités territoriales. Voilà. Donc, ça peut être frustrant pour des policiers, effectivement, de ne pas forcément être impliqués de prime abord dans les dispositifs mis en œuvre par l'État actuellement, mais quelque part, ce n'est pas un mal non plus. Restons dans notre périmètre, dans notre champ de compétences, et puis surtout, sachons qu'à un moment ou à un autre, on viendra forcément suppléer ou accompagner les services régaliens sur leur mission de contrôle et de mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'est une approche qui m'est personnelle, mais qui est le fruit d'une expérience qui, la plupart du temps, l'a démontré au fil de l'eau. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'ensuite une collectivité doit faire? C'est simplement poser des règles de fonctionnement. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on a complètement perturbé notre organisation, on a perturbé aussi notre organisation verticale, et pour autant, il va falloir veiller à ce qu'un certain nombre de mesures soient respectées. Je pense notamment à toutes les mesures barrières qui permettent la propagation du virus. Il va surtout falloir s'assurer qu'elles sont respectées et mises en œuvre par les agents. Et là, il y a un point qui est crucial, qui est central à mon sens, c'est le rôle que jouent les cadres intermédiaires. Pour moi, ça constitue la colonne vertébrale d'une organisation quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que l'efficacité de vos mesures, l'efficacité du service public dont vous avez la charge, mais également toutes les mesures qui auront pour objectif de protéger les agents ne seront efficaces que si les cadres intermédiaires jouent leur fonction de contrôle, de vérification et de rappel. Parce qu'en fait, et c'est un adage qui est très militaire, mais qui a fait ses preuves, c'est qu'en fait, commander, c'est simplement répéter. Et là, vous avez quand même un rôle stratégique. Les cadres intermédiaires sont ceux qui connaissent leurs agents, ceux qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur population et qui sont aussi capables de surveiller, de vérifier et de répéter les choses. Donc, ne minimisons pas leur rôle. Il sera crucial, fondamental dans la gestion de cette crise qui, je le rappelle, se fera dans la durée. Voilà. Donc, je serais tenté de vous dire que l'un des derniers temps qu'il va falloir consacrer, c'est celui de l'anticipation.
qui aujourd'hui est capable de nous dire comment va s'organiser le recul ou la progression de l'épidémie? Qui est capable de nous expliquer de quelle manière vont s'organiser les confinements de demain? Vont-ils se généraliser ou au contraire vont-ils, on va dire, se sectoriser en fonction des différentes régions de France? Personne n'a de visibilité sur ce que sera la crise demain. Donc, actuellement, vous avez un temps qui est relativement confortable. C'est celui de l'anticipation, c'est celui de la réflexion. Et là, il incombe que les responsables des collectivités territoriales soient capables de se pencher sur une dégradation de la situation. C'est un peu comme la dissuasion nucléaire. On souhaite que les outils qu'on construit n'aient pas vocation à servir, mais pour autant, il faut leur accorder de l'importance, il faut y travailler et il faut s'en donner les moyens. Donc, il va falloir envisager un certain nombre de scénarios au niveau local, notamment un scénario de dégradation où il va falloir être capable de monter un petit peu en charge, d'être capable de monter, on va dire, en cadence, être capable d'activer un réseau de partenaires, notamment les associations, Croix-Rouge, etc., sécurité civile et autres, être capable de prendre à son compte des missions que pour l'instant on laisse en sommeil, notamment de secours à certaines tranches de la population, etc. Donc, il faut d'ores et déjà commencer à prévoir une dégradation de la situation et réunir autour de la table des gens qui ont une connaissance du territoire, une connaissance de la gestion de crise et qui sont capables, on va dire, d'anticiper les scénarios les plus catastrophiques au niveau local. Voilà. Donc, et dans ces cas-là, Xavier, en imaginant, alors c'est clairement des scénarios sur lesquels les services de l'État au sein des cellules de crise envisagent déjà. Au niveau local, vous faites bien de le rappeler, c'est une nécessité d'anticipation. Comment cela pourra-t-il prendre forme? C'est-à-dire que, à nouveau, des réquisitions directement par les services territoriaux. Par exemple, on a une question d'ailleurs à ce propos. Est-ce qu'un CCAS pourrait-il réquisitionner l'action d'une association d'aide à domicile pour venir en aide à des personnes en fragilité? Alors moi, je serais d'avis, là pour le coup, on est vraiment dans on doit travailler sur la base des pouvoirs de police générale ou spéciale du maire, et là, je suis plutôt d'avis, moi, de le faire par le maire, plutôt que par une entité connexe. Voilà, c'est vraiment au maire de piloter la coordination au niveau local des moyens qui sont dédiés au secours à la population. Il y a deux choses que vous devez comprendre, et ça fait complètement écho à ce qu'Éric nous explique de tout à l'heure. C'est-à-dire que la gestion de crise, c'est bien beau. Bon, on part au plus pressé. L'État peut se permettre de dépenser ce qu'il n'a pas, une collectivité territoriale, certainement pas. Donc, il faut appréhender les scénarios possibles. Ensuite, il faut décider qui fera quoi, selon quelle modalité, et surtout qui en supportera le coût. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut commencer à y penser. Donc, très objectivement, si la situation se dégrade, il va falloir commencer peut-être à penser la production et la distribution de repas, notamment vis-à-vis des populations les plus sensibles, les seniors, personnes isolées, etc. Il va peut-être falloir penser à de l'hébergement d'urgence, mais avec les contraintes actuelles, qui sont justement le cloisonnement, la séparation des êtres humains pour éviter les contacts. Il va peut-être falloir anticiper, on va dire, l'arrivée de moyens, notamment militaires et autres. Donc peut-être penser à mettre à la disposition des services de l'État des sites sur lesquels vous aurez une connexion aux différents fluides, sur lesquels vous aurez de l'enlèvement de tout ce qui est ordures ménagères, etc. Il y a aussi peut-être malheureusement l'obligation pour nous de penser le stockage de masse de cadavres, si malheureusement nos structures habituelles sont dépassées par l'événement. Donc voilà, toutes ces choses-là font qu'il faut commencer à activer son réseau. Le mot réseau est important dans la gestion de crise. Vous avez ces superbes plans et après vous avez ce que vos répertoires téléphoniques comportent, c'est-à-dire au niveau local des gens qui vous connaissent, que vous connaissez, avec lesquels vous avez été éprouvé au fil du temps et qui vous rendront ce service déterminant dans la gestion de crise. Donc, activez ces scénarios, commencez à y réfléchir de manière à anticiper des situations qui, au plan local, pourraient vous mettre en difficulté. Ça, c'est un petit peu le dernier conseil que je donnerais. Actuellement, vous avez des services de santé qui sont, on va dire, au charbon. Vous avez des services au niveau de l'administration centrale, des services de police, de gendarmerie, de SDIS et autres qui sont, on va dire, également au charbon. On a l'impression d'être un petit peu plus épargné au niveau de la territoriale, mais ne prenons pas ça pour argent comptant. Réfléchissons à l'éventuelle dégradation de l'environnement social et médical qui est le nôtre, surtout au plan local. Voilà. Et chaque territoire a ses contraintes. Vous avez des territoires sur lesquels il y a quasiment pas, on va dire, de structures seniors, d'EHPAD et autres. À l'inverse, vous avez des territoires sur lesquels vous en avez des multitudes. Voilà, donc en fonction de chaque réalité locale, vous devez, on va dire, calibrer la réponse de l'administration. Et ça, c'est maintenant qu'il faut y penser. Donc du coup, je vais basculer sur le deuxième point, que sont les fondamentaux de la gestion de crise, et sur lesquels je vais me permettre un certain nombre de, on va dire, de conseils. La première chose, c'est que vous devez impérativement asseoir des dispositifs qui sont à la fois simples et adaptés. Pour avoir, à titre personnel, refondu un plan de secours qui s'appelait le plan respiration dans le Nord-Pas-de-Calais, qui en gros consiste à sauver
on va dire les liens transmanche, Eurotunnel, Port-de-Calais, etc. Voilà, moi j'avais à l'époque résumé ce plan qui faisait un peu plus de 350 pages en moins de 100 pages, et vous aviez notamment une fiche réflexe où vous aviez les principaux scénarios avec tous les modes opératoires qui pouvaient être éventuellement adoptés par les décisionnaires. Voilà, il faut toujours simplifier les schémas pour qu'ils soient faciles à comprendre, faciles à mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de ne pas démultiplier les informations écrites, etc. C'est-à-dire que comme le font les préfectures actuellement avec un certain nombre de fiches réflexes, vous émettez des fiches réflexes qui n'appellent que les éléments les plus importants. Et vous les réitérez au fil de l'eau. Je pense que commander, c'est répéter. Pour répéter, eh bien, il faut rappeler. Voilà. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle information qui sort du lot, il faut être capable de la mettre en exergue de manière à ce que vos lecteurs, au niveau de la chaîne d'exécution, puissent vraiment prendre en compte les bonnes mesures. La deuxième chose importante, c'est de respecter certains fondamentaux. Une gestion locale de crise, elle implique plusieurs choses. La première chose, c'est la veille. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de mettre en place un organe de veille, parfois H24, 7 jours sur 7. Donc la veille, elle est à la fois opérationnelle, climatique, qui vous dit que certaines collectivités ne vont pas devoir gérer le coronavirus plus une inondation, ou alors un cas de sécheresse dans peu de temps, ou alors un problème Céveso quel qu'il soit, Céveso, c'est-à-dire un risque chimique ou autre sur un territoire, bref, qui vous dit que vous n'allez pas cumuler les contraintes à un instant T. Donc il faut que votre organe de veille reste attentif. Attentif aux conditions météo, attentif à la veille juridique du moment, attentif, on va dire, aux différentes, aux ordres ou aux recommandations qu'émettent les centres opérationnels départementaux, les COP de préfecture. Donc voilà, un échelon de veille qui doit rester permanent et efficace. Cet échelon de veille doit être ensuite capable d'actionner une chaîne d'alerte. Qu'est-ce que la chaîne d'alerte? C'est en gros d'un décisionnaire jusqu'à un exécutant. Par rapport aux différents risques qui pèsent sur votre territoire, vous avez un certain nombre de gens qui ont une fonction fondamentale à jouer. Donc, ça part des élus qui sont concernés par la décision, en passant par les cellules com, par les services logistiques, par on va dire, tout ce qui est relatif à l'hébergement, au secours à la population. Donc, chacun a une mission. Donc, chacun doit être joignable. Donc, doubler téléphone portable, téléphone fixe, éventuellement une adresse, on va dire, postale physique, qu'on puisse envoyer quelqu'un chercher soit un élu important, soit un cadre important de la collectivité. Donc, doubler les moyens par lesquels vous allez être capable de toucher les personnages importants de la gestion de crise. Ne soyez pas pris de court avec, en gros, je ne sais pas moi, allez, on va dire le directeur des services techniques qui ne soit pas joignable. Donc ça, il faut l'anticiper dès à présent, que votre chaîne d'alerte fonctionne, qu'elle soit efficace et que toutes les parties prenantes à la gestion de crise puissent être rappelées le moment venu. Il faut ensuite être capable de mettre en place une chaîne d'exécution, chacun dans sa thématique métier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment 3 grosses thématiques métiers en territorial. Vous avez l'opération secours à la population à proprement parler. Vous avez ensuite on va dire une deuxième partie qui est la véritable logistique à proprement parler. C'est-à-dire que derrière chaque action, vous avez l'obligation de mobiliser des moyens matériels, etc. Donc, vous avez une chaîne logistique qui vient en appui. Il faut également l'organiser. Vous avez ensuite la coordination de tout cela. Et enfin, le volet communication, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, qui à mon sens est devenu déterminant dans cette société de communication à outrance. Donc voilà, c'est les grands secteurs sur lesquels il faut que vous soyez verticalement bien organisés, avec à chaque fois des responsables, des éventuels suppléants, et puis des gens qui soient capables de jouer leur rôle, chacun dans leur périmètre respectif. Voilà, donc des procédures simples et adaptées, une véritable chaîne de veille et ensuite une chaîne d'action qui soit capable de prendre la gestion de crise à son compte sous l'autorité d'un maire ou d'un directeur général. Et puis ensuite, mettre en place un mode de fonctionnement qui soit capable de se caler sur la problématique du Covid-19. Déjà, prévoir des points périodiques pour l'organe de décision. Donc tout à l'heure, on le disait, que ce soit au niveau du fonctionnement des services ou que ce soit dans le secours à la population, vous avez aujourd'hui des décisionnaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Ces responsabilités consistent à dire est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas, comment on paye. Alors si on ne paye pas, est-ce qu'on assume ou au contraire est-ce qu'on ne le peut pas, par le biais de quel fonctionnaire le fait-on faire, bref, comment le communique-t-on. Donc il y a une vraie chaîne de décision qu'il faut être capable de réunir de manière cyclique. Donc parfois on le fait, on va dire à 10 heures et ensuite à 17 heures. Certaines collectivités le pratiquent en 2 points, d'autres le font 1 fois par jour. Donc voilà, en fonction de l'évolution de la situation, vraiment prévoir ce temps périodique de décision où on mature les choses ensemble, où on les partage et où on retient les bonnes options opérationnelles.
Il est important aussi que les patrons puissent s'appuyer sur quelqu'un, quelque part, qui ait cette culture de la gestion de crise, qui ait également un solide réseau et qui soit capable de faire l'interface, notamment avec les COD. Donc, ce n'est pas un maire, un élu ou un directeur général des services de gérer, on va dire, cette partie de la crise. C'est vraiment un sachant technique. Alors, si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas, c'est triste à dire, mais ce sont la plupart du temps les responsables de collectivités qui se le récupèrent au niveau administratif. En tout cas, être capable de remettre la gestion de crise à un cadre identifié ou à un service identifié. Parce que la mission de ce coordinateur, elle va être de proposer une stratégie de gestion de crise par rapport aux problématiques et surtout d'être capable d'anticiper les besoins en effectifs, les besoins en matériel, et surtout le coût associé. Donc ça se pense un peu en amont parce qu'il n'y a pas un maire qui ne vous pardonnera pas que de lui avoir fait faire quelque chose avec à la fin une facture à plusieurs zéros qui n'avait pas été budgétisée. Donc toujours anticiper la mission, les responsables, les besoins matériels, les besoins humains et le coût associé. Ensuite, c'est d'être capable d'établir des directives et de s'assurer de leur respect en fonction des différents, on va dire, thématiques métiers que ça concerne, que ce soit du secours à la population, que ce soit de la communication ou que ce soit, on va dire, de la logistique. Ce coordonnateur doit faire redescendre aux responsables concernés leur mission, leurs moyens et ce qu'il convient de faire remonter en temps réel. Parce que le compte-rendu en gestion de crise, il est fondamental. Ce coordonnateur doit aussi être capable de déclencher, d'animer et de faire monter en puissance ses partenariats, son réseau professionnel. Tout à l'heure, on parlait d'une dégradation de crise. Très objectivement, si vous commencez à avoir des problématiques, on va dire, sur des populations de seniors, etc., vous n'allez pas être capable de couvrir peut-être l'intégralité d'un territoire. Peut-être falloir penser à, on va dire, à déconcentrer l'action, à être capable d'être, on va dire, soutenu par des opérateurs associatifs et autres qui, dans le respect des consignes, des mesures barrières, seront capables d'aller faire du portage de repas à domicile, peut-être capables d'aller de manière assez périodique vérifier que les personnes âgées sont en bonne santé, n'ont pas de difficultés particulières, donc, ou alors être capable de mettre en place une véritable stratégie, on va dire, d'accueil, d'hébergement. Donc tout ça fait que vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin de partenaires institutionnels et c'est également au coordinateur de la gestion de crise d'activer ces réseaux pour faire en sorte que tout ça soit opérationnel. Et puis il y a enfin, je dirais, une dernière chose qui est fondamentale, qui est l'aspect matériel. Aujourd'hui, le Covid-19 requiert un certain nombre de mesures, notamment de désinfection, on va dire de mesures barrage, etc. Donc, il vous faut aussi du matériel. Du matériel, ça peut être des masques, ça peut être, on va dire, des produits de désinfection, ça peut être des lingettes, enfin, toute une multitude de choses qui, dans la durée, vont être de plus en plus compliquées à trouver. Donc, être capable d'anticiper, être capable de provisionner un petit peu de stock, être capable d'évaluer les besoins dans la durée. Donc voilà, tout ça aussi requiert que ce coordinateur, soit ce coordonnateur de la gestion de crise, soit capable d'anticiper les problématiques de matériel. Voilà. Et je finirai enfin concernant les fondamentaux sur deux choses qui, à mon sens, sont cruciales dans la gestion de crise contemporaine. La première, c'est véritablement la notion de temps. C'est-à-dire que le Covid-19 va éprouver chacun des processus mis en œuvre, va éprouver l'organisation humaine parce qu'elle va nous travailler dans une guerre d'usure. Le temps, quelque part, c'est un peu, on va dire, notre pire ennemi et en même temps, c'est notre meilleur allié contre le Covid-19. Donc, ne soyez pas, on va dire, ne soyez pas trop idéaliste sur la manière avec laquelle les processus et les humains vont réagir à la gestion du temps. Elle sera, à mon sens, corrosive. C'est-à-dire qu'il faut dès à présent être capable d'organiser son action. Il faut d'ores et déjà être capable de prévoir des relèves parce que ne comptez pas toujours sur les mêmes cadres, ne comptez pas toujours sur les mêmes agents. Alors, vous en avez un certain nombre qui auront des problématiques de garde, etc., mais sachez qu'il va falloir aussi répartir l'effort dans le temps. Parce que si vous tapez toujours sur, on va dire, sur la coine des mêmes agents ou des mêmes cadres, il y a un moment, il y a un phénomène d'érosion, de fatigue qui fera qu'ils vont claquer entre les doigts ou ils vont simplement être poussés à la faute. Donc, bien anticiper ce travail d'érosion que va être le temps de la gestion de crise. Donc, anticiper les besoins matériels, les besoins en cadre juridique, les besoins en effectif et la relève d'un certain nombre de cadres intermédiaires ou supérieurs qui auront aussi besoin de temps de repos pour psychiquement être capable de se remettre un petit peu en condition. Donc voilà, grosse vigilance sur la notion de crise. Le deuxième point qui est crucial, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la communication de crise. Moi, je vais simplement vous exposer l'un des faits qu'on a eu à subir sur la collectivité pour laquelle j'ai travaillé. Donc, on a subi un blackout total suite à une crise neigeuse importante.
Donc, l'opérateur Enedis et l'opérateur RTE, Réseau de Transport Électrique, donc ont perdu toutes les hautes et basses tensions et moyennes tensions sur un territoire. Du coup, on s'est retrouvé sans moyens de communication, sans moyens, on va dire, d'information standard. Et en fait, après la crise, on s'est rendu compte que plus de la moitié, j'ai bien dit, plus de la moitié de la population était allée chercher l'information sur les réseaux sociaux. Le problème avec le Covid-19, c'est que vous avez déjà des gens qui n'auront que ça à faire, que de surveiller les réseaux ou de les alimenter. C'est le propre de notre pays. Vous avez beaucoup de gens qui ont grand plaisir à cracher sur les opérateurs publics et à diaboliser notre action. Donc, je pense que l'une des mesures aujourd'hui phares, c'est d'adapter son outil de communication de crise aux besoins du moment, c'est-à-dire être capable de surveiller en temps réel ce qui se dit, être capable, quelque part, de corriger les informations néfastes ou négatives qui circulent sur la toile, notamment en plan local, en rétablissant un certain nombre de vérités. Et enfin, c'est d'être capable d'avoir un discours de communication clair et précis pour que ceux qui en ont la responsabilité pour le compte de la collectivité, pour le compte des élus, soient capables d'avoir les bons arguments au bon moment. Donc, pour ce faire, il y a un certain nombre de choses qu'il convient de mettre en œuvre. La première, c'est que le responsable de la communication de crise, de la communication au sens large, doit systématiquement être associé, on va dire, au temps d'échange, au temps de décision. C'est-à-dire qu'il doit savoir ce qui se passe, il doit comprendre quelque part la difficulté des choses pour être capable ensuite de le retranscrire de manière très claire et précise aux opérateurs, aux agents qui, pour son compte, vont être capables de répondre en temps réel comme ça sur un certain nombre de réseaux. Et puis la deuxième, c'est d'avoir, on va dire, une ligne très très claire qui est celle de dédiaboliser les discours d'un certain nombre de détracteurs et surtout de faire la lumière sur un certain nombre de choix politiques ou administratifs qui ont été faits, notamment sur les raisons pour lesquelles on a fermé telle structure ou tel type de service, les raisons pour lesquelles on ne les rouvrira qu'à telle date ou telle autre, etc. Voilà, donc ne surtout pas minimiser l'effet pervers que peut avoir la communication de crise. Si elle est mal gérée, elle peut être aussi dévastatrice qu'une mauvaise gestion de crise à proprement parler. J'entends par là que… Merci Xavier pour ces points. Nous allons prolonger de quelques minutes, il nous reste quelques minutes pour pouvoir aborder notre dernier volet. Alors tout d'abord, on vous fait réagir sur une deuxième question sondage. Faites-vous face à de nombreuses demandes de droits de retrait? Dites-le nous et nos intervenants commenteront un petit peu vos résultats, puisque c'est à l'ordre du jour. On entend de plus en plus des services en pension avec beaucoup de droits de retrait, y compris au sein des services de sécurité. Donc, dites-nous, nous allons commenter vos résultats dans quelques minutes. En quelques minutes, Xavier, s'il vous plaît, point très important, mais si vous pouvez me le résumer en quelques grandes lignes sur la préparation du retour à la normale. Oui, bah écoutez, c'est pas compliqué. Je pense que on aura les signes avant-coureurs d'un retour progressif à la normale, et à ce moment-là, il faut savoir que nos élus locaux et puis la fonction publique territoriale sera très sévèrement appréciée par les usagers sur notre capacité à anticiper, on va dire, la reprise progressive des différents services. Donc ça aussi, il va falloir l'anticiper. Donc être capable de prendre toutes les mesures pour réamorcer progressivement la pompe, c'est-à-dire remettre en état nos installations, remettre les fluides, procéder aux tontes des pelouses sur les stades. Voilà, bref, mettre en place tout ce qui permettra de résorber le retard et de relancer une activité des services tout à fait normale. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est toujours une question d'anticipation. Sinon, vous allez être pris de court et perdre quelques jours qui vous seront reprochés par votre population. Et la deuxième chose, c'est très clairement de ne surtout pas, on va dire, laisser le temps passer. Je pense que dans la dizaine de jours qui suit la fin d'une gestion de crise, il faut impérativement que de la base vers le sommet, vous ayez chacun à son niveau la possibilité de faire valoir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a mis en difficulté ou ce qui vous a exposé, vous et votre santé. Ça s'appelle le RETEX, le retour d'expérience. Et croyez bien que l'État va le faire à son propre niveau parce qu'avec cette affaire des masques, etc., on s'est rendu compte que bien qu'on soit parmi les 10 premières nations mondiales, on a aussi été pris de court sur le plan matériel. Donc l'État fera ce propre RETEX sur la gestion de Covid-19. Il faudra que les collectivités en fassent de même à leur niveau. Et enfin, dernier temps, toujours penser à remercier les gens. Ça coûte pas cher, mais ça permet de consentir de manière assez solennelle des efforts exceptionnels qui ont été parfois, on va dire, mis en œuvre par des agents, par des opérateurs divers, par des partenaires. Donc dire merci, c'est pas grand-chose, mais ça peut permettre de mettre un beau point final à une gestion de crise. Donc voilà en quelques mots le dernier point que je souhaitais évoquer concernant le retour à la normale qui apparemment n'est pas pour demain.
Ouais, ouais, absolument. Merci, merci Xavier. Résultat de notre sondage sur les demandes de droit de retrait. Alors, vous êtes 76% à répondre non. Donc, pour l'instant, vous êtes une majorité, une grande majorité à faire face à un grand nombre de demandes de droit de retrait. Je dirais que c'est tant mieux. Mais comme l'a répété Xavier, je pense à juste titre, l'objectif va être de tenir dans la durée et espérons, engageons que cette situation ne se détériore pas au niveau de la présence des compétences et des agents pour maintenir les services essentiels. Une réaction par rapport à ça, Xavier? Je pense que c'est fonction des territoires. Vous en avez pour avoir servi un peu partout en France. Je serais tenté de vous dire que malheureusement, en fonction des territoires, la discipline locale n'est pas toujours la même. Donc voilà, le souci aujourd'hui, c'est que vous avez affaire à une crise qui requiert que chacun individuellement concourt par sa discipline personnelle à la mise en place d'un certain nombre de choses. Et je pense que la gestion de cette crise, elle sera fonction aussi de la discipline que chacun des 60 millions de Français sera capable de mobiliser sur l'affaire. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Questions-réponses, nous en avons énormément encore et nous nous excusons vraiment de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble. Et nous avons en termes de l'événement. Je dirais une dernière question qui s'adresse à nos deux intervenants. Est-ce que je dirais une question fondamentale ne va pas se poser, elle se pose peut-être déjà, mais dans la durée de la crise, entre les consignes et les injonctions actuelles, notamment de confinement, et les exigences de plus en plus aux territoires locaux d'organiser, comme l'a si bien montré Xavier, d'organiser aussi leur propre réseau et situation de crise avec nécessité de mobiliser tel ou tel partenaire. Xavier peut-être et Eric ensuite. Alors moi, je serais tenté de vous dire que vous avez quand même un personnage qui est central dans l'organisation administrative française, à savoir le préfet, qui est le représentant de tous les ministres dans le département. Donc je pense que le premier réflexe que doivent avoir les collectivités territoriales, c'est de s'asseoir sur les organisations préfectorales et notamment sur le COD. Aujourd'hui, vous avez, voilà, il faut être dans l'échange d'informations, il faut être dans la demande de conduite à tenir, il faut être également dans l'anticipation et puis être capable, voilà, de prendre à son propre niveau un certain nombre de précautions, de mesures, et en même temps d'être toujours capable de s'inscrire dans cette espèce de logique de gestion de crise que porte le chef de l'État et pour lesquels les préfets sont au niveau local les garants et les chaînes de retransmission. Donc voilà, autonomie et on va dire anticipation, mais avec ce souci constant de toujours se soumettre à l'autorité de l'État, notamment par l'intermédiaire du préfet qui au niveau local en est le représentant. Xavier, pardon, Eric, un mot là-dessus? Un mot là-dessus. Parce qu'on est en phase de crise et que plus ça va, plus on va être agacé, fatigué ou énervé entre le stress, les enfants, etc. Le risque est grand de prendre des allures martiales et de s'engueuler. Or, c'est contre-productif et c'est à l'inverse du team building qui est une occasion extraordinaire qu'on évoquait. Donc oui, parfois les services de l'État peuvent être agaçants. Les préfectures aujourd'hui ont parfois moins de ressources juridiques. C'est difficile de travailler en préfecture aujourd'hui. Bien sûr. Moins de ressources juridiques que les collectivités. Je veux dire, je l'ai déjà constaté dans mes stages dans les années 80 et ça ne s'est fait que se dégrader aujourd'hui. Bien. Mais j'ai des stages juridiques en préfecture et les mecs, ils avaient rien. Et puis, j'allais en collectivité et voilà. Bon, c'était pas la même chose, quoi. Bon. Donc, voilà. Celui que je voulais faire des concours de l'État, ça m'a un peu refroidi. Alors, plus sérieusement, on est dans une phase qui peut aller dans la durée vers des complexités, des tensions. Donc, n'hésitez pas à discuter avec les différents acteurs. Quand vous allez réquisitionner une entreprise, ça va se passer différemment si vous avez commencé, s'ils voient que vous êtes tenté de faire votre possible pour les aider à ce que les types qui sont à l'arrière, les rippers à l'arrière des camions ont eu des masques, même si on sait que ça sert pas à grand chose, mais au minimum on montre qu'on s'en occupe et ça, si ça protège, c'est toujours ça de gagner. Un truc tout bête, les gens ne savent pas utiliser les masques, les réutilisent, mettre la main dessus, etc. Il y a des tas de choses qu'on peut faire qui coûtent rien, qui sont juste de prendre du temps et de l'attention et de l'écoute. Et c'est tout à fait déterminant. Et là, il y a le réflexe de ne pas échanger avec l'État, il y a le réflexe de ne pas échanger aussi avec les entreprises, avec les agents.
Donc, en dépit de l'aspect un peu militaire et du confinement, il faut réussir à instaurer ce dialogue, ne pas perdre le contact, parce que demain, on va vers des moments d'agacement et de friction où il faudra qu'il y ait un lendemain, il faudra limiter les contentieux, ou alors si vous les multipliez, je vous laisse ma carte de visite, mais le mieux, c'est quand même de les éviter. Et donc, ça nécessite que dans le volet de tout ce qu'on est en train d'envisager, sur les aspects juridiques, sur les aspects organisationnels, on n'oublie pas le dialogue, l'écoute, la concertation très courte, des courtes visioconférences, parce que le mail est conflictogène et il faut quand même pouvoir remplacer. Alors, on aime ou on n'aime pas les smileys, mais on fait tout ce qu'on peut à l'écrit pour montrer l'état d'esprit dans lequel on écrit, pour limiter la casse. Et n'hésitez pas à multiplier. C'est fou comme nos concitoyens, même nos enfants, ont acquis une compétence en visioconférence rapide en une semaine. Et donc, on a à utiliser ça à fond. N'oubliez pas ces aspects-là, n'oubliez pas ces aspects-là. Quant à la population qui aujourd'hui nous applaudit et demain risque de nous cracher tous dessus parce que c'est comme ça, pour nous remercier ensuite, c'est la vie, c'est la grandeur et la servitude de la fonction. Pour l'instant, on est tous contents de se faire applaudir quand on est agent public. Ça va pas durer, mais il faudra, quand ça sera dur, ne pas oublier qu'il y a eu ces phases d'union nationale. Parce qu'elles montraient la réalité aussi de ce que les gens pensent de l'utilité des services publics. Ouais. Merci Eric pour cette réaction. Bon, dernier petit sondage, souhaitez-vous plus d'informations sur le service VK avec Aligné Expert? Dites-nous. Ça, c'est l'équivalent à moi tout à l'heure quand je disais que je donnais ma carte de visite alors. Absolument. On maintient notre contact auprès de tous nos abonnés et les autres pour les informations au maximum des services VK que nous tenons à continuer en cette période de crise où les agents publics, on l'a vu, on l'a vu au terme de cette conférence, ont des questions qui se multiplient et donc il y a des besoins d'accompagnement et de réponse. Merci à tous pour votre participation. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, donc vous retrouvez sur VK l'intégralité des services, l'actualité sur vk.fr au quotidien, vos services de décryptage juridique, d'accompagnement opérationnel au travers de vos services documentaires et l'actu sur notre site. On va étudier très rapidement d'autres webconférences de ce type dans les jours à venir, puisque vous avez été particulièrement nombreux. Et je pense que le format, Eric vient de le rappeler également, que ce format est la réponse, en tout cas, actuelle aux règles de confinement. Donc, on va étudier la question de près. Merci infiniment. Un mot. Oui. Le ministère de la fonction publique vient à l'instant de diffuser un guide de management à distance en situation exceptionnelle qui a été fait par la région Grand Est et qui a l'air très bien. Voilà. Très bien. À noter par tout le monde, nous irons voir ça. Merci infiniment à nos deux intervenants pour s'être rendus disponibles à nos côtés et pour leur temps, pour leur expertise. Merci Xavier Dussel depuis la Drôme. Merci à la NCTS, l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité. Merci à vous. Merci Maître Éric Landau, du cabinet Landau et Associés. Donc, vous retrouvez d'ailleurs tous les 15 jours sur vk.fr les 10 minutes juridiques en vidéo, 10 minutes de décryptage de l'actualité réglementaire par Éric Landau et le cabinet pour VK. Retrouvez également le blog d'Éric Landau avec beaucoup d'infos, un décryptage au quotidien en ligne. Merci à Laetitia Ligo à distance pour la réalisation de cet événement sans accroc. Merci infiniment. Et merci à tous pour votre attention. Bon courage à tous et puis le meilleur moral possible. Nous avons une pensée, bien évidemment, à tous les agents publics qui assurent la continuité des services et notamment auprès des populations les plus vulnérables. Et on pense en priorité, bien sûr, aux agents hospitaliers, mais à tous les autres agents publics. VK se tient à vos côtés et continue à vous informer au maximum. À très bientôt donc, j'espère, et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.